Toi, Jeanne, moi, Tarzan. Livre de Patricia Comoz-Lansart-Pélissier, et lu également par l'auteur. Première partie du livre. Toi, Jeanne, moi, Tarzan. Ce titre évocateur, à n'en point douter, en dit long sur un sujet ô combien complexe et qui nous concerne tous, celui des différences et des complexités entre deux sexes complètement opposés, quelque peu complémentaires, mais surtout étudiés sous toutes leurs formes, représentés sous tous leurs aspects et chantés inlassablement depuis des siècles. Et si le temps passé pour élucider ce sujet précis ne nous a pas fait pour autant avancer, il est clair que c'est à chacun de nous de faire le job, afin que tout se passe au mieux entre deux êtres que tout oppose, mais qui incroyablement s'attirent. Toi, Jeanne, moi, Tarzan, c'est court, net, précis, question-présentation. Le vocabulaire est concis et sans fioriture. Et pour cause. Notre Tarzan, à peine dégrossi, tout droit sorti de sa jungle, ne souhaite pas perdre un temps infini en préliminaire, et ce n'est pas un bavard. Les guenons qui l'entourent lui semblent bien trop bruyantes. Il préfère le côté plus taiseux et sauvage du gorille. Et pour cause. Très certainement, ses origines primaires, citées dans le désordre le plus absolu, d'Homo habilis, de Néandertal, puis d'Homo sapiens, de Cro-Magnon, etc., qui refont surface. Mais nous en parlerons un peu plus loin. Toujours est-il que malgré sa conversation stérile et son manque de tact, notre Jeanne est séduite. Le côté sauvage et aventurier, la stature imposante et musclée qui semblerait la protéger de tout, à peine cachée par un pagne taillé dans une peau, reflétant l'un de ses derniers trophées de chasse. Le bougre a décidément quelques atouts. Et la belle ingénue, aveuglée par la mâchoire carrée, les yeux noirs malicieux et cette bouche épaisse, se laisse prendre dans les filets pernicieux de la tentation. Il parle peu, certes, alors qu'elle a tant de choses à dire. Elle a peu de questions à poser sur son passé. Ce n'est pas dans la jungle qu'il y a le plus de rivales. Il n'en existe pas encore, à sa connaissance. Et puis surtout, elle ne souhaite pas gâcher cet instant. Pas tout de suite. Mais revenons un peu en arrière, et plus encore, si nous souhaitons nous référer à celle et celui qui représentait davantage notre apparence humaine. Remontons le fil du temps. Reprenons du début de la création, selon ce que nous avons appris en partie, à la Genèse que l'on pourrait assimiler à la boîte de Pandore, car c'est tout de même là que les ennuis ont commencé. De là-haut, perché au-dessus des nuages immaculés et duveteux, d'un œil critique, Dieu observait avec tant attention tout ce qu'il avait créé avec amour et attention jusqu'au moindre détail. Le ciel et la terre, la beauté d'un paysage parfait, verdoyant, vallonné, jonché d'arbres majestueux, de plantes diverses et variées et de fleurs aux couleurs multiples et chatoyantes. Des points d'eau, ourlés de forêts touffues ou de plaines à perte de vue, où paissaient de nombreuses espèces d'animaux vivant dans une incroyable harmonie. Un aigle au-dessus de lui tournoyait gracieusement pour impressionner sa belle, et un sifflement strident perçait l'air doux et chaud de cette belle journée de printemps. Notre père frotta lentement sa barbe grisonnante, acquiesça et sembla fort heureux du résultat. Il se laissa glisser alors un peu plus loin, là où l'océan s'étend à perte de vue, là où les vagues se brisent avec fracas contre les rochers que rien ne semble ébranler. Un peu plus loin encore, où l'eau des lagons laisse transparaître des coraux de couleurs vives, une vie sous-marine riche et surprenante, des plages de sable fin, bordées de palmiers altiers, au pied desquels d'énormes tortues se déplacent nonchalamment sous un soleil chaud et caressant. Les heures passant, face à cette étude approfondie de notre belle planète, il semblait de prime abord insatisfait. Quelque chose manquait. Il ne savait pas encore quoi, mais indéniablement, son œuvre semblait incomplète. Il convoqua alors ses sujets pour un brainstorming extraordinaire
et autour de la table, la conversation allait bon train, dans un conciliabule incessant, les idées fusaient de toutes parts. Et pourtant, aucune ne semblait bonne. D'un geste de la main, las déçu, il les renvoya tous, les invitant avec agacement à retrouver au plus vite leur pénate. Dieu regagna sa chambre, et alors qu'il peignait sa longue chevelure et qu'il se persuadait que lui seul pouvait avoir la solution, il fit un arrêt sur image en se tapant le front. « Mais bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» Il décida sur le champ de faire le nécessaire, ceci ne pouvant plus attendre. Il traversa un couloir inondé de lumière, bordé par des lys démesurément grands, ployant avec grâce sur son passage et l'enveloppant d'une odeur exquise et troublante. Il traversa d'un pas décidé la voûte céleste, afin de rejoindre son bureau d'études, tenu secret depuis plusieurs siècles, dont lui seul en avait l'accès. Il allait ajouter un peu de savoir sur cette terre. Seul un homme pouvait apporter le courage, la réflexion, la sagesse, le jugement, la persévérance, le libre arbitre. Mais comme il ne souhaitait pas non plus avoir de concurrents, soit divisé pour mieux régner, il fabriquerait un homme à son image, mais essentiellement avec les quelques qualités nécessaires et utiles à sa survie. Même si la beauté ne lui semblait pas être un critère fondamental et qu'il privilégiait les qualités de cœur et d'esprit à celles du physique, il décida, pour son premier modèle, d'en soigner l'aspect. Il passa 2 jours et 2 nuits à peaufiner son prototype jusqu'au moindre détail, jusqu'à obtenir le bon fonctionnement intérieur et extérieur, autant du cerveau que du corps. Un homme dont le plus simple appareil se trouvait devant lui, un ersatz de lui-même, privé néanmoins de nombreuses capacités, dont il ne saurait que faire. Dieu, satisfait du résultat, décida de lui octroyer un lieu privilégié, paradisiaque, qu'il avait particulièrement soigné, arboré, irrigué, et choisi pour accueillir ce premier homme, le jardin d'Éden, situé sur les terres rouges de Canaan, à proximité du Tigre et de l'Euphrate. Et comme cet homme était le premier, il le nomma à juste titre Adam, qui signifie en hébreu terre rouge et en babylonien humanité. Adam sembla satisfait de ce lieu si particulier, arboré, ombragé, fleuri et superbe. Les nombreux animaux qu'il croisait constamment et qui partageaient son quotidien semblaient le distraire. Il se nourrissait de fruits charnus du verger qui l'entourait et de poissons frais saisis dans quelques cours d'eau environnants. La vie lui semblait douce. Pourtant de là-haut, notre patriarche semblait déceler l'ennui et la tristesse. Il manquait de nouveau quelque chose. Plutôt quelqu'un. Si au royaume des animaux, les femelles et les mâles se côtoyaient en parfaite harmonie, il semblait évident qu'une femme devait rejoindre Adam. Et alors que durant un festin partagé au sommet, le maître de ces lieux observait ses anges, il sut d'emblée sous quels attraits gracieux il allait confectionner Ève. Son inspiration grandissante lui avait déjà soufflé un prénom, alors que la belle se dessinait en filigrane dans ses pensées objectives et précises. Comme un murmure, comme une caresse, telle une promesse, Ève signifie en hébreu « source de vie ». Afin de gagner du temps et d'optimiser le sujet, Dieu se rendit durant une nuit un peu fraîche, mais constellée d'étoiles, au jardin d'Éden. Adam dormait paisiblement sur un lit de feuilles de figuier. Il glissa délicatement sa main au travers de la peau douce et hâlée du jeune homme, afin d'en extraire une côte qui servirait de base à sa confection osseuse féminine. Et comme avant tout chef-d'œuvre, il fallait un brouillon, il se servit grossièrement du modèle masculin fait précédemment et prit un soin tout particulier pour en améliorer les aspects intérieurs, extérieurs, cérébraux et moraux. Durant 4 jours et 4 nuits sans relâche, il fit, défit, corrigea, améliora,
peaufina jusqu'à l'obtention du sujet parfait. Elle était belle comme le jour et la nuit, avait le sourire d'un ange, la douceur et la fraîcheur de la rose et du lys, la grâce de la panthère et la malice du renard et du singe. Charmé par tant de beauté, il l'accompagna personnellement au jardin d'Éden, où Adam fabriquait un abri en feuilles de bananier et de palmier, réunissant avec soin les branches à l'aide de lianes qu'il avait détachées des arbres à quelques heures de marche de cet endroit idyllique. Affairé et particulièrement concentré à sa tâche, il ne vit ni Dieu ni diable, et encore moins Ève, qui les yeux émerveillés semblait savourer cet instant si particulier. Puis elle découvrit Adam, aussi nu qu'un ver, et elle eut pour réflexe de cueillir une feuille de vigne afin de cacher son sexe. Un ange passa. Une brise caressante et légère souffla et répandit un doux parfum voluptueux et enivrant qui troubla Adam et l'interrompit dans sa tâche journalière. Il se retourna lentement, comme pour ne pas interrompre la magie de l'instant, et ce qu'il découvrit dépassa ses plus grandes espérances. Jamais il n'avait vu une beauté semblable, et son cœur en émoi sembla défaillir. Il porta aussitôt sa main vers le bas de son corps et cueillit à son tour une feuille de vigne afin de se présenter dignement. L'artiste s'éclipsa afin de ne pas troubler cet instant de magie réciproque. Il reviendrait plus tard, dans la soirée, afin de leur indiquer les quelques règles à suivre impérativement. Il avait décerné chez la belle une malice bien trop développée pour en rester inoffensive. Finalement, il semblait qu'il y ait quelques grains de sable dans les rouages. L'avenir lui révélerait tout cela. Un écrin de verdure, de faune et de flore, du plus bel attrait, et les deux êtres humains qui semblaient parfaire cet endroit paradisiaque. Adam avait totalement occulté sa tâche, son abri lui semblant bien dérisoire, en comparaison à cette superbe créature que son maître lui avait offert avec tant de générosité. Tout semblait si parfait dans le meilleur des mondes que rien ne pourrait troubler ce bonheur grandissant. Le premier jour de leur cohabitation, les heures s'égrenèrent, paisibles et heureuses, harmonieuses à souhait, et tandis qu'ils se découvraient, peu à peu, Dieu les interrompit et de sa voix puissante et patriarcale, sans détour, il leur déroula un monologue quelque peu fastidieux, mais il insista tout particulièrement sur les deux arbres centraux du jardin, l'arbre de vie, représentant les lois de l'univers, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En présence du premier, leur santé serait préservée et leur vie protégée. Quant à la présence du second, sa proximité leur apporterait la connaissance, le discernement, le savoir, le libre arbitre, la sagesse, mais par contre, sous aucun prétexte, ils ne devaient en manger les fruits. Le jardin possédait un verger suffisamment grand, fourni et varié, pour ne pas avoir à toucher à l'arbre de la connaissance. Il ajouta qu'il serait intransigeant sur ce point. Puis, avec bienveillance, afin de terminer sur une note plus positive et encourageante, il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et prenez soin de la nature et de tous les êtres vivants que vous croiserez. Répandez le bien, le bonheur, la joie, appréciez ce qui vous entoure, accomplissez chaque chose avec amour et patience, et carpe diem. » Adam et Ève acquiescèrent, ne voulant contrarier celui qui leur avait apporté tant de félicité. Le haut dignitaire hésita, les regarda de nouveau tour à tour, comme pour se persuader que ces deux créatures ne pouvaient s'opposer à lui et qu'il pouvait regagner les cieux sans avoir à revenir jouer les troubles fêtes et le grand moralisateur, rôle qu'il n'appréciait que très peu. 3 jours s'écoulèrent sans problème entre les deux tourtereaux qui semblaient davantage subjugués par leurs moitiés respectives que par l'arbre sacré. Car de son piédestal, la vision était panoramique
et rien n'échappait aux yeux attentifs de ce sage qui devait malgré tout veiller sur ses progénitures et en vérifier le bon fonctionnement. Le 4e jour, il vit Ève qui tournait nonchalamment, avec grâce, autour de l'arbre interdit. Elle levait régulièrement les yeux vers les fruits rouges, charnus et luisants, qui semblaient lui susurrer 1000 attentions. Un sifflement léger et régulier charmait ses douces oreilles, tandis qu'elle semblait irrésistiblement attirée vers ses pommes interdites. Une voix mielleuse, doucereuse, l'interrompit dans ses pensées. Je connaissais la beauté de ce jardin particulier, où j'aime de temps à autre m'aventurer. Mais votre minois et votre grâce semblent dès à présent détrôner tout le reste. Qui es-tu, l'ami ? Je suis surprise par tes paroles. Je ne savais pas que les animaux parlaient aussi. Les perroquets parlent, les ménates aussi. Mais tu as raison, princesse. Au royaume des animaux, nous sommes bien peu à utiliser ce langage. Je me présente, je suis Nahash, le serpent. Et pour davantage la charmer, il ondula tout en se dressant jusqu'à atteindre son visage. Il est bien connu que pour convaincre l'ennemi, il ne fallait pas se présenter dans une posture de taille inférieure. « Et que fais-tu, beauté, devant l'arbre de la connaissance ? Tu n'ignores pas qu'il ne faut pas en manger les fruits. Et pour la simple et bonne raison que ce ne serait que goûter, ne serait-ce que goûter l'un d'eux, de ces fruits, amène à la vie éternelle, et que celui qui règne en maître sur cette planète tient à en garder pour lui seul ce privilège. La vie éternelle. Entends-tu ça, Adam ? Nous aurions donc la capacité de devenir immortels grâce à l'ingestion de ces superbes fruits. Mais Adam est affairé à terminer leur petit nid d'amour afin de les protéger des vents imprévisibles et de la fraîcheur du soir. Il ne fait donc pas attention à ce qu'elle dit. Donc un problème qui remonte depuis un bon nombre d'années, si vous voyez ce que je veux dire. Nash l'aperçoit de ne pas le déranger. Il continue à la flatter, car il sait que la jante féminine aime à être complimentée, et que tout flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Vous reprendrez bien un compliment, sans doute. Quand il la laisse face à elle-même et à son propre jugement, il sait déjà que cette blonde candide, non, ce n'est pas un pléonasme pour celles et ceux qui auraient de mauvaises pensées, succombera à la tentation devant l'argument le plus convaincant qu'il soit. Il s'était bien abstenu de dévoiler qu'un seul de ces fruits dérobés sèmerait le mal, les doutes, le désordre, la désobéissance, la méchanceté et le mensonge. À l'égal de ce que provoquerait, un peu plus tard, la boîte de Pandore répandant tous les maux sur la terre dans la mythologie grecque. Ève était loin de se douter qu'à travers cet animal, à l'apparence inoffensive, à la voix enjôleuse, il se cachait déjà le mal. Il est bien connu que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Durant le repas, elle ne put s'empêcher de s'enthousiasmer sur le fait de la vertu magique de ces fruits qu'on lui interdisait de savourer avec tant d'insistance. Et pour cause. Adam, sceptique, son esprit plus terre à terre, et ses dernières semaines passées au sein de ce paradis terrestre, ne lui donnaient guère envie d'enfreindre le seul interdit qui leur avait été donné. Et malgré le charme certain de sa compagne, il lui semblait en tant que premier homme sur terre, et de par sa corpulence, qu'il possédait le droit d'autorité sur cette femelle légère et capricieuse. Mais Ève, malgré sa fragilité apparente, était dotée de malice, d'ingéniosité et de charme auxquels son compagnon ne pourrait résister. Durant la nuit, elle sut le troubler suffisamment pour le laisser glisser peu à peu vers d'autres pensées, et l'immortalité leur sembla suffisamment prometteuse pour transgresser les ordres d'un père, certes très puissant à ce jour, mais qui allait perdre très rapidement et prochainement de sa superbe. Eux aussi auraient le pouvoir et seraient également invincibles. Malgré leurs cauchemars,
les signes que leur envoyèrent les anges durant le reste de la nuit pour les détourner de leurs mauvaises intentions, dès le matin, Adam et Ève, d'un commun accord, se dirigèrent vers le plus majestueux des arbres, le plus tentant aussi, afin de goûter au plaisir défendu. Ève tendit la main la première vers le fruit interdit, et sans plus tarder, elle le croqua à pleines dents. Affairée à l'une des réunions hebdomadaires au sommet, où l'urgence était de dissuader les deux nouveaux arrivants sur Terre à ne pas toucher à l'arbre sacré, Dieu consulta son écran terrestre afin de procéder aux vérifications incontournables, et son sang se glaça. Ève, assise contre le tronc de l'arbre de la connaissance, tenait en ses propres mains la pomme bénie. Adam s'apprêtait quant à lui à en cueillir une sans le moindre scrupule. Ève savourait, appréciait la chair juteuse du fruit doux et sucré. Adam venait à peine d'en découvrir le goût inattendu, quand Dieu l'interromput de façon brutale et d'une voix tonitruante en un geste précis, il leur ordonna de quitter ces terres. Il les bannissait du paradis, de ce jardin d'Éden si beau et prometteur qu'il avait spécialement conçu pour les recevoir et leur donner une vie rêvée. Adam, à ces mots, avala de travers le morceau de pomme qu'il venait de croquer, car les mots qu'il entendit le laissèrent sans voix. Tout aussi rapidement, le jardin disparut, ne laissant qu'une terre aride et dénuée de toute fleur et faune. Ève et Adam se foudroyèrent du regard. Puis la voix monta de part et d'autre, les reproches, la colère, le ressentiment, la mauvaise foi. C'est à partir de là que les ennuis commencèrent. Au milieu de ce paysage apocalyptique, Adam avait perdu tous ses repères. Seul le soleil qu'il avait souvent observé pouvait le guider vers le Tigre ou l'Euphrate afin qu'il puisse s'abreuver, se nourrir et construire un abri de fortune. Mais Ève lui assurait avec beaucoup d'aplomb qu'il devait se rendre de l'autre côté. Il est bien connu que l'homme a des facultés supérieures à la femme quand il s'agit de se repérer dans l'espace. Leurs hormones en seraient la principale cause. Mais Ève n'en a que faire des hormones masculines, de leurs facultés et de tout le reste, de l'emplacement du soleil. Elle est persuadée du haut de ses 1,55 m qu'elle détient la vérité. Et de nouveau Adam, la queue entre les jambes, pestant intérieurement, mais obéissant comme un fidèle toutou, emboîte le pas vers des contrées totalement inconnues. Oui, la lâcheté existait déjà, tout comme la mauvaise foi, et notre façon si malicieuse de retourner un homme, même quand il a raison et qu'il finit par acquiescer pour avoir la paix. La suite, nous la connaissons déjà. Ils ne furent pas vraiment heureux, mais eurent beaucoup d'enfants, qui perpétuèrent les maux les plus divers et variés, pour notre plus grand malheur. Mais dans ce vaste monde, les religions, les croyances diffèrent, et nous nous devons de les respecter. Selon notre culte, que nous soyons catholiques, protestants, anglicans, judaïstes, bouddhistes, hindouistes ou musulmans, et j'en passe, l'histoire de la création diffère. Pourtant, au demeurant, nous sommes tous dans la même galère, et quelles que soient nos origines, le bien et le mal nous entourent, se confrontant à chaque jour qui passe. Dans la théorie religieuse, ce serait donc un être supérieur à tous les autres qui aurait créé cette terre et nos origines il y a environ 4000 ans avant Jésus-Christ. Mais si nous nous référons au Big Bang, aux différentes ères qui se sont succédées, participant à la création de cette terre avec l'apparition des montagnes et des océans, puis des êtres unicellulaires comme les bactéries, les éponges seraient apparues il y a 600 millions d'années. Il y a plus de 3 millions d'années, au protézoïque, signifiant avant l'animal en grec, l'oxygène se répand dans l'atmosphère émanant des océans. Avec les brusques changements de température, les algues et les fonds marins se modifient, donnant naissance à des animaux aquatiques pluricellulaires, tels que les mollusques, les coquillages et les méduses. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, il y aurait environ 500 millions d'années, que les insectes et les mollusques seraient apparus. Le sol s'est enrichi au fil du temps, se recouvrant de lichens, de mousse, et la vie animale s'est répandue sur Terre.
Les amphibiens, tels que les tortues et les reptiles, sont sortis de l'eau, et la diversification végétale de la flore et de la faune se forme peu à peu, donnant naissance à de nombreuses espèces animales. Il y a 245 millions d'années, des dinosaures de taille et de formes différentes font leur apparition, puis les mammifères et les oiseaux. Il y a 60 millions d'années, des dinosaures de taille et de formes différentes font leur apparition, puis les mammifères et les oiseaux. Il y a 60 millions d'années apparaissent alors les gorilles, les primates et selon certaines croyances, les premiers ancêtres des hommes. Ne dit-on pas que l'homme descend du singe ? Ce n'est pas la meilleure des flatteries, mais selon les datations émanant des fossiles, l'évolution des espèces selon Darwin et tout ce qui a été découvert au fil du temps et des recherches, la comparaison ne serait pas si stupide, même si certains s'offusquent face à cette théorie. L'Homo habilis, reconnu comme notre plus ancien ancêtre, aurait donc existé il y a plus de 2,5 millions d'années. Selon l'unanimité scientifique, il serait apparu du côté de l'Afrique. Il aurait été suivi par l'Homo erectus il y a 2 millions d'années, puis de l'Homo neanderthalis il y a 180 000 ans, de l'Homo sapiens sapiens il y a 100 000 ans, de l'homme de Cro-Magnon il y a 40 000 ans, suivi de près par l'Australopithèque. Une bonne nouvelle concernant cette évolution, notre évolution, qui n'est pas des moindres, puisque d'un singe poilu qui se déplace en sautant sur 4 pattes, on arrive à un bipède dont le volume encéphalique a plus que triplé. Même si l'évidence n'est pas toujours flagrante, en juger les humains. C'est là que les femmes jubilent et que la jante masculine rit jaune, voire ne rit pas du tout. Mais vous découvrirez au fil de ces pages, malgré mon indécrottable féministe, que l'un et l'autre ne seront pas épargnés. Oui, messieurs, nous avons connaissance de nos défauts et nous savons que nous ne sommes pas toujours faciles à vivre. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car nombreuses sont celles qui réclament le mode d'emploi avec leurs marchandises livrées, le package ayant quelques lacunes et contenant certaines incompréhensions vous concernant. Nous sommes déjà ravis que vous soyez moins poilus et que vos lointains ancêtres et que vos cervelles d'ados attardés se soient quelque peu développées. Permettez-nous d'en douter quand on vous voit avec votre bande de potes affalés sur les canapés, les cadavres de bouteilles de bière jonchant au sol, arborant le maillot de votre équipe préférée et hurlant devant un but « On a gagné !» Qui ont Certes, le salon a le relent de vestiaire masculin, mais ce n'est pas vous qui avez arpenté le terrain de 10 000 mètres carrés en long, en large et en travers. Et surtout, sans vouloir être vénal, où est l'argent que vous avez gagné et qui va avec le footballeur ? Et je ne parle pas de la bedaine de chacun d'entre vous, qui est aux antipodes des plaques de chocolat que ces professionnels qui gagnent beaucoup trop d'argent à mon goût pour courir et taper dans un ballon. Mais enfin, les femmes commencent à leur faire concurrence et les équipes féminines sont franchement à la hauteur, même si le salaire est loin derrière, comme d'habitude. Il y a tant à dire sur les différences entre hommes et femmes qu'il est préférable de commencer par le début, afin d'en oublier le moins possible. Mais c'est une véritable gageure et un challenge de taille d'en débattre, tant le sujet est complexe. Nous appellerons donc la femme Jeanne et l'homme Tarzan. Et ceci pour plusieurs raisons. La première en rappel de la saga de 12 épisodes tournée de 1930 à 1940. Oui, je sais, ça date. De Tarzan, interprété par un ancien champion olympique de natation, Johnny Weissmuller, d'où la musculature parfaite. Jeanne était incarnée par la belle Irlandaise Maureen O'Sullivan, légère et court-vêtue, qui allait à grands pas tomber sous le charme d'un homme qui savait à peine aligner 3 mots. Mais d'autres talents cachés ont dû convaincre la coquine. Mais cela ne nous regarde pas. Secondo, quand on fait le bilan de ce XXIe siècle, où certes la technologie est galopante, mais la cruauté, la violence,
l'anonymat, la bêtise, l'intolérance, la sauvagerie montent crescendo, nous ne sommes pas loin d'une jungle où nous devons nous battre en permanence pour exister, cohabiter et même survivre. Et dans ce tiercé plus ou moins gagnant, en troisième position, je dirais que ces prénoms ajoutent une touche amusante et impersonnelle à ces récits où personne n'est visé en particulier, mais où nous sommes tous malgré tout concernés. Même si les sujets les plus sérieux sont traités ici, tout est développé avec compréhension, humour, parfois avec dérision, souvent avec amour et bienveillance, et surtout avec beaucoup d'humilité. La conception, cas d'école au sens figuré. Le miroir reflète une femme voluptueuse et superbe, drapée dans une robe satinée noire, soulignant ses courbes comme une invitation. Ses cheveux soyeux et ondulés encadrent son visage doux, légèrement maquillé. Quelques bijoux peaufinent son élégance et son parfum oriental envahit déjà la pièce. Ses escarpins choisis avec soin complètent la tenue qu'elle a choisie pour l'occasion. Le repas a été concocté avec amour. La table est soigneusement dressée et elle a pris soin d'y ajouter 2 chandeliers argentés, réceptacles de bougies en forme de rose, dont les flammes ondulent sous un air de blues, interprété par l'incontournable Tony Bennett. Il est déjà 20 heures, et son indomptable mari, Tarzan, ne lui a toujours pas fait l'honneur de sa présence. Jeanne tourne en rond, comme une lionne en cage. Enfin, à 20h34, la clé tourne, de façon hésitante dans la serrure. Les pas réguliers de son Tarzan résonnent sur le plancher qui gémit. C'est à cette heure-là que tu arrives. Mais Jeanne, patiente et tolérante, ne dit rien pour ne pas gâcher la soirée. Elle arbore son plus beau sourire afin de l'accueillir, et comme chaque soir, dès son entrée royale dans la pièce, monsieur, qui a beaucoup travaillé, se déleste de sa mallette sur l'un des fauteuils du salon. Il lui jette un rapide coup d'œil tout en allumant le plafonnier. « On veille les morts ou quoi ? Tiens, tu as mis la robe que je t'ai offerte. Pas mal. » Elle se sent soudain ridicule dans cet accoutrement. Elle est blessée, attristée et déçue, par tant de détachement. Elle s'affaire dans la cuisine et rapporte les plats, ouvre la bouteille de vin et verse le nectar dans 2 grands verres, afin de le laisser décanter durant l'apéritif. Il est assis sur le canapé, le nez dans son téléphone, tandis qu'elle leur sert 2 portos qu'elle améliore avec 2 tranches fines d'orange. Assise à ses côtés, elle patiente, puis doucement prend sa main et son téléphone qu'elle pose sur le guéridon. Elle s'aperçoit qu'il n'est pas à son premier verre, car les vapeurs d'alcool et son agressivité le trahissent. Elle ne dit toujours rien, et trinque rapidement sans forme de procès. Il parle peu, alors qu'elle souhaiterait échanger davantage, faire des projets, choisir la destination de leurs prochaines vacances. Lorsqu'il aperçoit la table bien mise, il se demande si sa mémoire ne lui a pas fait défaut, et ce qu'il fait en particulier. En filigrane, observatrice et perspicace, elle a ressenti sa gêne et le rassure. C'est uniquement pour rompre la routine, pour te faire une agréable surprise, pour te surprendre. Ah ok, c'est sympa, c'est une bonne idée. Et je vois que tu as pensé à mon vin préféré. C'est gentil à toi. Plusieurs anges passent, en désarroi total, effleurant de leurs ailes les joues et les oreilles du malotru, mais rien ne semble le troubler ni le rendre plus agréable. Une fois le repas, concocté des heures durant et avec amour, terminé, l'alcool aidant, monsieur a quelques désirs, et le masque tombe, subtilisant une mine plus ou moins renfrognée, dévoilant un sourire charmeur et des compliments tout en rondeur pour conquérir sa belle. La fine mouche, s'apercevant du subterfuge, se laisse malgré tout convaincre. Elle qui ne voulait que romantisme, tendresse, douceur et volupté, se retrouve coincée sur un coin de la table entre le plateau de fromage et le reste du vacherin qui fond de honte devant autant d'empressement. Et là, plus aucun doute. Comment tergiverser plus longtemps ? L'homme descendrait donc bien du singe. En tout cas, il en a sa délicatesse et son empressement. Ou du lapin,
Tac, tac, en quelques secondes, c'est fait, bâclé, mais accompli. Étude de ce cas précis. Résultat des courses, 8 pour madame, 2 pour monsieur. Je m'explique. Alors que Jeanne, pendant des heures devant les fourneaux, prépare les mets favoris de sa moitié, lui choisit son vin préféré, dresse une table soignée et chaleureuse, que cette même femme se pare de ses plus beaux atours pour accueillir le maître de ces lieux, que malgré la froideur de ce dernier et son manque de tact à plusieurs reprises, elle reste calme et compréhensive. Que fait Tarzan? Puis-je ajouter avec un peu de moquerie que de Tarzan, il n'en a que le prénom. Oui, je me le permets. Humour, je précise. Et le roi de la jungle, il a fait quoi pendant ce temps? Oui, il a travaillé, ok, mais Jeanne aussi travaille, sauf qu'elle avait pris un jour de congé pour l'occasion. Et alors que Jeanne a passé son jour de congé pour son Tarzan, lui a pris du bon temps, car malgré tout, de 18h à 20h34, il était où, je vous le demande? Oui, bonne réponse, avec les copains, au bistrot du coin, on sent le vécu. Autre chose, les gars, on ne vous demande pas de développer le tapis rouge, ni de vous perdre salamalek à chaque jour qui passe, mais quelques compliments de temps à autre seraient franchement les bienvenus. Surtout dans ce cas précis cité au-dessus. Vous avez des pots de saucisses devant les yeux ou quoi? Eh bien, on sait que non, puisque nombreux, pour ne pas dire 99%, reluquent la première paire de fesses ou de seins qui passe dans un rayon de 100 mètres. Je développe, où vous avez saisi l'image et l'allusion. Et le travail ménager partagé, ça peut vous évoquer quelque chose, en visant quelques-uns d'entre vous qui ne savent toujours pas où sont rangés le balai ou l'aspirateur et autres ustensiles ô combien utiles afin de retrouver un intérieur propre et accueillant? Non, les robots ne sont pas encore à notre service. On nous l'avait promis pourtant. Quand j'étais jeune et innocente, les films des années 70 y faisaient allusion. Et l'an 2000 serait absolument incroyable. Les voitures voleraient, des robots feraient tout ce que l'on désire, tout serait automatique, etc. J'ai beau me pincer, je suis bien réveillée, et le ménage reste bel et bien une corvée qu'il est préférable de partager. Conchita, mon aspirateur robot, est un début, mais il y a encore du taf, avant que leurs anciennes promesses se réalisent, et comme disait Dalida, paroles, toujours des paroles. Donc Tarzan, Truchemuche et les autres, en attendant ces nouvelles technologies que nous les femmes particulièrement attendons avec beaucoup d'impatience, il va falloir mettre la main à la pâte. C'est le principe win-win, gagnant-gagnant. Et pour reprendre une expression d'une de mes tantes chéries, tout le monde cède, personne se crève. Et là, tout est dit. Même vos ancêtres, les Homo sapiens, participaient grandement au travail ménager, en pêchant et chassant le repas familial, dans la confection des habitations, des ustensiles, des outils, à la fabrication des vêtements et au bon maintien du chauffage, soit du feu. L'évolution des espèces, mon œil, on marche plutôt à reculons. Donc autre chose concernant notre Tarzan, qui n'en a que le nom. Parfois j'aime bien remuer le couteau dans la plaie. Lol. Nous savons de sources sûres, preuve à l'appui, que beaucoup d'entre vous ne sont pas du genre romantique. Est-ce que ça se soigne? Peut-être, sûrement. Avec un peu de bonne volonté, c'est certain. Veuillez rembobiner, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous avez décidé de conquérir votre chérie, vous avez sorti les grands moyens, tel un grand explorateur Christophe Colomb découvrant l'Amérique. Une fois que vous avez repéré votre proie, tout est mis en œuvre pour la conquérir et vous déployez les plus grands stratagèmes pour arriver à vos fins. Les flatteries, les fleurs, les cadeaux et la lune, si on vous la demandait. Ce qui est dommage, c'est que très rapidement, le naturel chassé est revenu au galop et que vous redevenez vous-même, installé dans une routine des plus ennuyeuses et que la chose tant convoitée semble désormais chose acquise. Vous ne faites plus aucun effort. Tels des enfants qui se disputent pour avoir un jouet, mais une fois qu'ils l'ont obtenu, le délaissent en 3 minutes, top chrono. Si vous mettiez autant d'énergie à entretenir la flamme
qu'à courir après un ballon, le monde serait peuplé de couples heureux. À méditer avec la plus grande attention. Jeanne ne sera pas épargnée dans cette étude de cas, malgré sa note de 8 sur 10, car sa belle initiative, sa bienveillance, son amour, sa patience, le soin et le temps passé pour son cher et tendre sont louables. Mais ne faut-il pas de temps à autre solliciter notre moitié afin de l'inclure davantage dans notre vie de couple et de ne pas vouloir jouer sans cesse les superwomen que nous sommes à n'en point douter, tant notre polyvalence est grande. Mais si beaucoup d'hommes interviennent si peu dans les tâches quotidiennes, bien que les plus jeunes générations semblent mieux le gérer et participent davantage au quotidien en dehors de leur travail, ne serait-ce pas aussi de notre faute ? À nous de le demander d'ouvrir la bouteille, de servir de temps à autre, de nous concocter un petit plat ou de faire la vaisselle. Parce que nous aussi on est en droit de se plaindre ou de se reposer, si nous avons une journée une journée difficile, pardon. Non mais. Donc en résumé, sans jouer les casse-pieds, les enquiquineuses de service et sans plomber l'ambiance, on peut aussi s'exprimer en disant à notre Tarzan respectif avec empathie ou sur un ton jovial: le sourire et la bonne humeur te vont si bien. Ou tu as remarqué tout ce que j'ai concocté pour toi, en ton honneur et avec amour. Et j'ai pensé que mettre la robe que tu m'as offerte te ferait plaisir. Bon, ce n'est pas la virgule près, c'est un exemple. Mais l'effet miroir fait des merveilles. Et comme le but, ce n'est pas que vous aussi fassiez la trogne, mais que ce soit lui qui change d'attitude, en vous sentant positive et attentive, il devrait normalement faire de même. Georges Duby a dit: le mariage, garant de l'ordre social, subordonne la femme au robuste pouvoir masculin. Bien soumise, prosternée, docile, l'épouse devient l'ornement de son maître. PS, comme je l'ai précisé en titre de ce chapitre, tout ceci n'était évidemment qu'un cas d'école au sens figuré. Bien heureusement, les soirées aux chandelles avec petits plats à la clé et tout sont généralement très bien accueillis. Et les instants s'avèrent être une belle parenthèse, un arrêt sur image, qui rompt la routine et le stress quotidien que nous subissons chaque jour. Quant à la conception, elle est aussi généralement choisie et voulue, et faire l'amour n'est heureusement pas encore tombé en désuétude, pour notre plus grand plaisir dans tous les sens du terme. Les couples ont encore de beaux jours devant eux, surtout quand ils arrivent, avec un peu de bonne volonté réciproque, à accorder leur violon, à s'harmoniser pour la plus belle des symphonies. La naissance, le jour tant attendu qui va faire basculer nos vies. Et 9 mois après cette soirée inoubliable, Jeanne passe bientôt plus de temps la tête penchée au-dessus de la cuvette des WC que dans la cuisine afin de concocter de bons petits plats. Et ça tombe plutôt bien, car elle en a de moins en moins envie d'en préparer, vu l'enthousiasme du ronchon de service. Il semble si peu les apprécier, bien qu'il se resserve automatiquement, afin de mieux entretenir sa paillasse grandissante, signe du bon gîte et du couvert. Et le test de grossesse acheté cet après-midi indique la présence de l'hormone HCG, par l'apparition d'une ligne bleue verticale. Désormais, elle ne sera plus seule. Une vie se développe lentement, mais sûrement, lui procurant un doux et tendre bonheur. Un embryon fabriqué en 3 minutes chrono, un prénom lui vient aussitôt, Speedy Gonzales. Mais peu importe l'amour dont il a manqué durant sa conception, l'amour sera largement récompensé tout au long de sa croissance et pour sa vie durant. C'est exactement ce qu'elle souhaite et ce qu'elle a prévu pour ce chérubin. Généralement, un homme est toujours ravi d'avoir des descendants. N'est-il pas là pour ça? L'homme ressent le besoin de la procréation et de perpétuer l'espèce tel un animal. Je n'épiloguerai pas trop sur ce sujet pour ne pas blesser leur orgueil de mâle. De nombreux biologistes et psychologues affirment que nous sommes attirés les uns vers les autres par un soi-disant instinct de reproduction. Les hommes autant que les animaux seraient mus par le désir de conserver leur espèce. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Selon Bioscientifica, la reproduction est notre raison d'être biologique. Et d'après la théorie de Charles Darwin, encore lui me direz-vous, afin qu'il y ait une évolution, il est nécessaire qu'il y ait 3 composants indivisibles. Sa théorie repose donc sur 3 grands principes différents mais complémentaires. La variation des individus, puisque nous sommes tous différents, tant du point de vue morphologique que psychologique, ainsi que dans notre comportement quotidien. Dans notre héritage, acquis à notre naissance, transmis à chaque individu qui possède des gènes de plusieurs membres de sa famille, plus ou moins éloignés, les enfants doivent ressembler à leurs parents, mais ce n'est pas toujours le cas. L'enfant sera un individu à part entière, avec des similitudes de ses ascendants en héritage et des différences. Et l'adaptation. Même si nous avons principalement les mêmes besoins, se nourrir, se loger et se reproduire, il est de plus en plus compliqué de réaliser les objectifs les plus simples et les plus fondamentaux, puisque nous sommes de plus en plus nombreux et qu'il y a de moins en moins de place pour tous. D'où vient cette nécessité d'adaptation, car face à la rareté des ressources de base, il y a une véritable compétition entre les individus qui se créent. Il y aura, comme à chaque combat, des gagnants et des perdants, certains étant plus efficaces que d'autres et certains plus endurants. Comme je vous l'ai dit plus haut, nous vivons à présent au sein d'une jungle impitoyable où l'homme, l'humain, serait la plus évoluée des créatures, et s'il nous a été donné, par chance, une cervelle, autant que nous nous en servions à bon escient. Le comportement de l'individu est donc essentiel à sa propre survie. Et c'est là qu'intervient la toute première et la plus cruelle des compétitions, celle des spermatozoïdes. Top départ, vous avez 2 heures avant d'atteindre la ligne d'arrivée. La lutte est féroce, la concurrence est rude. 300 millions de petits têtards livrés à eux-mêmes, lâchés dans un couloir sombre et étroit. Lâchez les fauves. Certains ont pris un mauvais départ, d'autres s'essoufflent, se retrouvent plaqués cruellement contre les parois glissantes. On joue des coudes, on se bouscule, on s'insulte. De nouveau, la loi du plus fort devient essentielle, à moins que, tel David contre Goliath, la malice a également sa place, afin d'arriver dans le peloton de tête des 200 nominés. Puis, dernière ligne droite, où le souffle et la résistance semblent essentiels, le franchissement de la Corona Radiata et l'ultime récompense, le sésame, la clé de la fécondation. Voilà comment Speedy Gonzales commence son existence. Quelques minutes de procréation. Je ne répète pas le temps imparti afin de ne pas peiner ce petit être qui sinon passera le reste de sa vie face à des psys tous aussi névrosés que leurs patients. Puis course sauvage et effrénée afin d'atteindre l'objectif. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bref, je vous la fais courte. Le papa redescendu de son arbre perché, le téléphone éloigné afin de se concentrer au maximum sur le laïus débite Jeanne, tant sa joie est grande face à ce nouveau statut de maman. Car non, un homme, contrairement à la femme, ne peut pas faire 2 choses en même temps. Mais il sait sûrement faire plein d'autres choses, on n'en doute pas une seconde. Il est apparemment content, il va être papa. Un fils, ce serait bien. Ou une fille. En même temps, il n'y a pas d'autre solution, c'est soit fille, soit garçon. Amstramgram, piqué-piqué-collégramme. Elle ne veut pas connaître le sexe. Lui, par contre, souhaite le savoir. Ça commence mal. 9 mois passent, cas 1, cas. Sa participation ménagère est inchangée. Et de surcroît, il rentre toujours aussi tard. Il se complaît à dire que « je ne suis pas malade, je suis enceinte ». Oui, on le sait. Mais un peu d'attention, de compassion, alors que nous ressemblons à une baleine échouée, eh bien non. Le seul moment où l'on pourrait se faire un peu bichonner, circuler, il n'y a rien à voir. On se jure alors, mais un peu tard, que l'on n'y reprendra plus. Mais le renard a plus d'un tour dans son sac, et à peine le premier bout de chou se lance afin de faire ses premiers pas, que le second est déjà en route. Oui, car il sait vous convaincre, l'homme des cavernes, cet ours mal léché. Il a des arguments.
Eh bien, on va pas le laisser tout seul, fils unique, non, pour en faire un petit capricieux. Moi, j'aurais tant aimé avoir un frère ou une sœur, dit Tarzan avec beaucoup de persuasion, sans se douter qu'il s'est lui-même vendu comme étant un être capricieux. Mais qui se lève chaque jour, chaque nuit, et qui court chez la nourrice, chez le médecin, et j'en passe? Eh bien oui, la femme. Selon les statistiques, les mamans qui travaillent passent 1h30 par jour avec leurs enfants, contre 30 petites minutes pour les pères. Histoire à suivre. Joseph Joubert a dit « Rien ne fait tant honneur à une femme que sa patience, et rien ne lui fait si peu d'honneur que la patience de son mari. » Donner la vie n'est-il pas notre plus grand bonheur? Alors que tous les films romantiques reflètent le bonheur absolu face au mariage et mettent en avant des actrices qui, avec assurance, avancent que c'est le jour le plus beau de leur existence, oui, bof, peut-être, en êtes-vous sûr? De toute ma vie, je n'ai jamais entendu une femme me dire qu'elle filait le parfait amour, que leur union était Byzance et le nirvana réunis. Bien sûr que le bonheur existe et que nous passons de bons moments à deux, mais proportionnellement, si l'on comptabilise les moments positifs et ceux remplis de doutes, de déceptions et de mésententes, je ne suis pas certaine que ce sont la joie et l'allégresse qui l'emportent. Nous sommes tellement différents. Et je ne sais pas si vous avez lu, de John Gray, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Il est incroyable ce livre, je l'ai adoré. John Gray déroule et argumente au fil des pages, avec beaucoup de psychologie, les dialogues incompréhensibles entre les deux sexes. Ce qui est dit par l'un ou par l'autre est interprété de façon tellement opposée que l'on ne s'étonne plus qu'il y ait autant de divorces. Ces premières causes étant la mésentente entre époux, l'égoïsme et le mauvais caractère, l'infidélité quant à elle serait l'argument fautif dans 30% des cas. Et l'on ne parle pas de tous ces couples qui se forment et se séparent sans avoir dit oui pour le meilleur et pour le pire. Il suffit de constater que les applis de rencontres se multiplient, que les émissions télévisées savamment organisées pour trouver l'âme sœur fleurissent de façon exponentielle. Et à chaque interview, comme un leitmotiv, il ou elle m'a trahi. Il ou elle n'a cessé de me mentir. Il menait une double vie. Il ne me respectait pas. Il était violent. C'était une relation toxique. Toujours la même effroyable rengaine. Un constat pitoyable qui place l'être humain au bas de l'échelon, question moralité. Il semblerait de surcroît que tout s'accélère, puisqu'il n'était pas rare que nos ancêtres fêtent avec brio leurs noces d'argent, de platine ou d'or. Mais il est clair qu'un grand nombre d'entre eux méritent un prix, une coupe, un trophée, une médaille, des louanges même, et pourquoi pas une auréole, une reconnaissance quoi. Qu'en est-il à ce jour dans ce monde de surconsommation, où les relations hommes-femmes sont de plus en plus éphémères, et que l'on semble jeter son partenaire comme un vulgaire mouchoir? Personnellement, je pense que le divorce est une bonne chose, car même si nos vies semblent multiples, la présente est la seule qui nous importe. Et la gâcher avec un partenaire qui ne nous correspond pas est une folie, une hérésie, une pendaison, une cage, des menottes et la clé du malheur, et de surcroît quand des enfants gravitent au sein de ces discordes. Mais de quand date le divorce exactement? Élémentaire, mon cher Watson? Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît d'en connaître l'origine exacte. Sur ce sujet, comme tant d'autres d'ailleurs, les dates et les noms diffèrent. Difficile de savoir à quel saint se vouer. Le divorce en droit français, tel qu'on le connaît aujourd'hui, émanerait de la loi du 1er juillet 1975, la loi Veil, durant la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Mais si l'on remonte le temps, la loi aurait été adoptée le 20 septembre 1792, admettant que le mariage n'est qu'un contrat et qu'il peut être rompu librement par l'accord des deux parties. On fait aussi référence à la laïcité du mariage
devenu acte civil. Le Code civil de 1804, dit Code Napoléon, aurait entériné cette loi. En aparté, rappelons que Napoléon Ier et la sulfureuse Joséphine de Beauharnais ont dissolu leur union le 15 décembre 1809. Mais cette liberté de rompre nos premières promesses ne dure qu'un temps, car Louis XVIII, ayant rétabli le catholicisme comme religion d'État, se permet d'abroger la loi, et durant 64 ans, au gré des différents régimes politiques, la législation sur le divorce sera face à de nombreux remaniements. Pas moins de 164 lettres ont été écrites et conservées, de nombreuses pétitions qui mettent le feu aux poudres, opposant les adeptes et les plus frileux sur la question. Des traces datant du 5e siècle avant notre ère, datant de l'Antiquité grecque et romaine, relatent la possibilité de répudier sa conjointe, car à cette époque, la demande vient généralement de l'époux ou du père. Mais l'origine du divorce remonterait de beaucoup plus loin. Si l'on s'en réfère aux tablettes de pierre, datant de 1760 avant Jésus-Christ, le roi babylonien Hammurabi aurait lui-même codifié et gravé 282 lois, dont celle du divorce. Il est donc clair que depuis la nuit des temps et des siècles, l'homme et la femme ont quelque peu du mal à accorder leur violon. Quel gâchis! La mélodie du bonheur n'aurait-elle pas été une belle comédie musicale? Car au premier regard, ne semblent-ils pas faits l'un pour l'autre, la douceur face à la force? N'ont-ils pas été conçus comme un puzzle, un Lego, une fiche mâle et femelle, chaque pièce trouvant sa propre moitié? La comparaison, me direz-vous, est assez surprenante. Mais en écrivant ces mots, il y a une chose importante que nous pouvons relever. Sa propre moitié. Cela mérite réflexion. Car bien évidemment, si tout le monde avait mieux réfléchi et mieux fait son travail, on ne devrait pouvoir être qu'avec une seule et unique personne, avec qui nous filerions le parfait amour. Et c'est ça qui a foutu la zizanie. Oui, excusez-moi, monsieur le concepteur de l'humanité, de vous faire cette remarque, mais vous avez quelque peu bâclé le concept, et en permettant la standardisation, vous avez fait des êtres interchangeables. Donc Ève et Pandore ont bon dos, et surtout le mauvais rôle, sans Oscar de surcroît. En tout cas, à ce jour, 70% des divorces sont demandés par les femmes. On se demande bien pourquoi. Eh bien, parce qu'elles ont des coronesses, invisibles certes, mais elles en ont, et de sources sûres, car leur courage, leur bravoure, leur esprit combatif ne sont plus à prouver. Et ces messieurs le savent pertinemment. Certains même, un peu moins machos que les autres, l'avouent tout bas. Difficile d'admettre que le sexe faible est en fait le plus fort. Talleyrand, qui était un grand homme d'église, un homme d'État et un diplomate français, a dit « Derrière un grand homme se cache toujours une femme ». Un autre a dit « Cherchez la femme » ou « La femme est souvent l'inspiratrice de l'homme ». Tout ceci voulant dire en clair que lorsqu'un homme réussit, qu'il a du succès, il est soutenu par une maîtresse femme aussi discrète qu'indispensable pour comprendre et donner les clés de la réussite à cet homme. Ah, qu'il est bon de pouvoir écrire et de lire de telles phrases. Voilà, ça c'est dit. Et revenons donc au plus beau jour de notre vie. Loin de moi l'idée de vous convaincre que ce n'est pas le mariage le plus beau jour de notre existence. Quoique, je ne peux pas me démultiplier, hélas, et me mettre à la place de chacun d'entre vous. Mais comme mon cœur et mon empathie sont grands, et comme je suis une femme et qu'entre femmes nous sommes en général sur la même longueur d'onde. Certaines n'ont pas d'enfants, par choix, et quand on voit le monde incertain dans lequel nous vivons, je peux aisément admettre et comprendre leurs décisions. D'autres ont des enfants, mais pas toujours désirés. La vie est certes compliquée, et l'on fait plus souvent ce que l'on peut, rarement ce que l'on veut. Des enfants peuvent être nés d'une union violente, forcée, d'une mauvaise expérience, d'une erreur de parcours, de la faiblesse d'un soir.
Il peut arriver à un moment lié à des problèmes de séparation, d'ennuis financiers. Et pourtant, un enfant ne peut être une erreur, mais toujours un cadeau. Il est le seul être vivant qui vient de votre propre chair. Et il est si bien au creux de votre ventre qu'il est dit domicile durant 9 mois et qu'il pleure quand il en sort. Seuls vos bras, votre odeur et votre voix sauront venir à bout de ce chagrin momentané. Vous serez son phare, sa lumière dans la nuit, les petits cailloux blancs semés sur son chemin, son inspiration, son amour et surtout sa maman, l'un des plus beaux statues qu'il soit. Il ne sera peut-être pas à votre image, différera sans doute de ce que vous aviez souhaité pour lui, mais il restera votre seul but, votre seule raison de tout endosser, votre leitmotiv, et vous donnera chaque jour la force de vous battre et de poursuivre ensemble, de près comme de loin, votre chemin commun et respectif. Les hommes, face à ce nouvel arrivant, sont souvent un peu maladroits, empruntés, craignant de les blesser et de ne pas suffisamment maîtriser leurs forces. Mais sans parler de ceux qui ont déjà pris la poudre d'escampette, qui ont filé à l'anglaise, qui ont tourné les basques, face à ce petit être qui, du haut de ses 48 cm et de ses 3,5 kg, allait bouleverser leur vie et leur ôter leur sacro-sainte liberté, les autres sont tout à fait craquants devant leur progéniture. C'est moi qui l'ai fait, c'est mon fils. Ne touchez surtout pas à ma fille. Et à Jeanne de répliquer ou de penser si fort. Oui, ok, en fait, tu as juste mis rapidement ta graine, et moi, j'ai vomi tripes et boyaux durant les 3 premiers mois, j'ai dû faire attention à tout ce que je mangeais et buvais, j'ai pris un poids considérable à même me faire surnommer Sauvé Willy, je l'ai porté 9 mois durant en pleine canicule, les jambes comme des poteaux de stade de foot, et surtout, j'ai eu durant des heures des contractions et je l'ai mis au monde. Mais au final, c'était magnifique, inoubliable, magique. Ils sont marrants, nos hommes. On a toujours l'impression que les choses bien arrivent grâce à eux et que les catastrophes sont de notre responsabilité. Indécrottables, ces bipèdes XY. Si les paternels du siècle dernier semblaient quelque peu absents du paysage familial, l'évolution de l'espèce et surtout les caractères bien trempés de la jante féminine, leur volonté de changer les règles, les a rendus beaucoup plus responsables, présents et aimants dans leur rôle de père. La situation semblerait même s'inverser, les femmes devenant plus carriéristes, moins maternelles, et une génération masculine impliquée et efficace, d'incroyables papapoules. Nombreuses sont les femmes qui, face à un emploi prenant et plus rémunérateur que leur chair est tendre, laissent les rênes à des hommes plus responsables et plus impliqués au sein du couple. Ils vous concoctent de bons petits plats, se métamorphosent en Madame Doubtfire, maîtrisant avec brio ce qui était jusqu'à présent davantage l'apanage des femmes. Vous me direz, durant des siècles, on n'a pas eu vraiment le choix, la femme étant reléguée aux tâches ménagères et ne semblant bonne qu'à entretenir la maison et prendre soin de ses enfants et de son époux. Certaines habitudes ont la vie dure, mais au fil du temps, nos ancêtres féministes et aïeules, respectives, se sont battus telles de braves amazones afin de conquérir notre liberté et notre égalité grandissante. Nous avons sans doute quelques lueurs d'espoir dans un monde qui pourrait s'avérer meilleur grâce au changement de mentalité de tous et de chacun. Face à une planète insoumise qui nous rappelle chaque jour qu'elle est seule maîtresse et qu'elle peut faire ce que bon lui semble, il serait bon que nous nous sentions réellement responsables de tous nos faits et actes. La technologie a été trop loin. Nous avons dépassé des limites et aujourd'hui tous freinent des cas de fer pour revenir en arrière dans certains domaines. Nos enfants et petits-enfants seront très certainement ce changement. Les voies et la voie à emprunter. Et peut-être que l'homme et la femme sauront enfin où est leur place en trouvant le là de l'accord parfait, en unissant leurs faiblesses et leurs forces pour une meilleure complicité. Quand un enfant a la chance de pouvoir vivre en harmonie avec une famille unie, la cerise trône fièrement sur le gâteau. Dans le cas contraire,
quand les parents ne sont plus que deux personnes qui cohabitent sous un même toit et qui ne s'entendent plus de surcroît, ne vaut-il pas mieux se séparer? Car l'essentiel n'est-il pas l'amour, la tolérance et la compréhension, la sérénité au quotidien que l'on peut leur apporter presque tout aussi bien dans une famille monoparentale? Et pour accorder tout le monde au diapason concernant la réflexion du plus beau jour de notre vie, je terminerai ce paragraphe ainsi. Hier est l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est le présent. C'est pourquoi on l'appelle le cadeau. Cette phrase étant écrite par Eleanor Roosevelt. Dès notre plus jeune âge, la différence entre filles et garçons apparaît. Il s'avère que très rapidement, et ce dès leur naissance, les professionnels médicaux pourront aisément observer que le squelette ainsi que le cerveau des nourrissons filles ont environ 1 mois d'avance par rapport à ceux d'un garçon dont le développement semblerait inachevé. Pourtant, à contrario, les derniers sont plus grands et plus costauds, mais leur fragilité a été reconnue par leur vulnérabilité face aux infections ORL, pulmonaires et gastro-intestinales. Il semblerait que si les 5 sens révèlent des aptitudes similaires, l'odorat chez les garçons serait plus développé, sans doute l'instinct chasseur essentiel de leurs ancêtres. Si du point de vue biologique, on peut constater ces différences sur le niveau social, il s'avère que les différences émaneraient davantage des gènes d'une part et de l'éducation d'autre part, de leur environnement direct. Rapidement et généralement, on pourra constater que les filles s'expriment mieux et plus tôt que les garçons. Le vocabulaire de ces pipelettes en herbe serait d'ailleurs plus développé. Mais il est clair que des facteurs environnementaux rentrent en jeu dans la plupart des cas. Si les parents parlent beaucoup à leurs enfants, s'ils le font de façon naturelle, sans employer des mots de substitution, des onomatopées, qui ne font qu'abêtir nos angelots. Si des enfants sont déjà présents dans la famille, ce qui incitera le bébé à évoluer plus vite. Par contre, il a été prouvé que les garçons sont plus capricieux, plus irritables, ronchons, qu'ils pleurent davantage et qu'il est difficile de les calmer. Et après, on osera dire que les filles sont des emmerdeuses. De qui se moque-t-on? En 1974 et en 1980, Maccoby et Jacqueline ont publié de nombreuses études sur la question. Thieger en a publié en 1980, Rosenthal et Rubin ont fait de même en 1982, avec d'autres constatations. Et comme Taylor, Asserman et Thomassen, et Gam, Brown, Hyde, Lynn, Bullock et Mary Loper, etc. Ainsi que d'autres recherches américaines et canadiennes ont permis d'obtenir des éléments concrets quant à la différence entre les deux sexes, autant verbale que biologique, comportementale, intellectuelle et cognitive. On peut constater également que d'une génération à l'autre, les comportements évoluent, que la société fluctue et que de nombreux facteurs interfèrent et peuvent changer certaines données, soit ce qui était vrai à une certaine époque peut être modifié aujourd'hui. Tellement de critères entrent en jeu, et de plus, chaque être est unique. De tous ces écrits, il en ressort que les filles ont une habileté verbale, une plus grande maturité. Elles comprennent plus vite, ont plus d'empathie, sont souvent plus sociables et vont davantage vers les autres. Au niveau scolaire, elles sont plus appliquées, assidues et obtiennent souvent de meilleurs résultats. Quant à la lecture, les garçons extravertis auraient de meilleures performances verbales et ils auraient également une facilité et un meilleur rendement mnémotechnique face à des contenus graphiques. Mais les filles auraient une meilleure mémoire pour des contenus verbaux. Les garçons sont plus nombreux à souffrir de troubles du langage, mais ils ont plus de facilité au niveau des aptitudes visio-spatiales et mathématiques qui peuvent se constater à partir de leurs 11-12 ans. Malgré ces aptitudes non négligeables, les garçons sont plus nombreux à décrocher scolairement que les filles. Mais passons à une autre différence majeure entre les deux sexes. L'agressivité, qui est en majorité présente chez les garçons, et ce, dès leur plus jeune âge, vers 2-3 ans.
et dans toutes les cultures confondues. Et diverses études ont mené vers une constatation affligeante. Leur agressivité verbale et physique est croissante, ainsi que leur hyperactivité et leur insoumission. Le manque de coopération est à additionner à la liste précédente. Côté agressivité, il a été constaté qu'au niveau de l'agression verbale et indirecte, les filles n'étaient pas en reste. Et ce constat va crescendo, ainsi que la violence physique qui augmente. Toutes ces études et constatations permettent de nous éloigner des stéréotypes, des clichés, des jugements à l'emporte-pièce, car trop souvent les discussions concernant l'intelligence des femmes ou leur capacité à s'orienter ou autres sujets qui semblent les placer à un rang inférieur sont blessantes et inappropriées. De surcroît, ces propos et ces préjugés sont tenaces et déplacés, en un siècle où maintes fois nous avons su prouver le contraire. De nos jours, grâce à des technologies de pointe, à de meilleures connaissances anatomiques, neurologiques et par différentes études scientifiques, nous pouvons affirmer que les filles et les garçons possèdent les mêmes aptitudes cérébrales et les mêmes capacités intellectuelles, d'intelligence et de raisonnement, même si certaines différences existent. Le cerveau des garçons serait, par son poids et sa taille, de 10% plus important, 1,3 kg environ, que celui des filles, 1,2 kg. Les premières seraient dotées de davantage de matière blanche. Elle est constituée de fibres nerveuses émanant des corps cellulaires et des neurones, alors que le cerveau des secondes serait pourvu de davantage de matière grise où se situent les neurones. Cependant, ni la taille, ni la quantité de matière grise ou blanche n'ont d'impact sur l'intelligence des individus. Albert Einstein, ambassadeur de l'intelligence, prix Nobel de physique en 1921, possédait lui-même un cerveau de 1,230 kg, mais un quotient intellectuel compris entre 160 et 190, le classant parmi les personnes les plus intelligentes de l'histoire. Chaque cerveau va en fait évoluer selon son environnement, ses sollicitations. Plus il est sollicité dans des domaines différents, plus il va se développer. Et selon le déroulement de notre enfance et de notre vie d'adulte, c'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Et sans transition, mesdames, un conseil. Si vous cherchez un homme beau, riche et intelligent, prenez-en 3. Et ce n'est pas non plus moi qui l'ai dit, mais un artiste au grand cœur, disparu bien trop tôt, mais qui continue à sauver des milliers de personnes, qui avait le courage de dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Un petit clin d'œil à cet homme si perspicace, Monsieur Coluche. Concernant ces nombreuses réflexions sur l'homme et la femme, nous ne sommes pas ici pour juger qui est le moins bon ou le meilleur, peu importe. On sait déjà que nous les filles, nous le sommes. Nous sommes the best. Je plaisante, it's a joke. Humour, je précise. Je ne veux surtout pas m'attirer les foudres d'une jante masculine, froissée, blessée, offusquée, ou que sais-je encore. Tout ce paragraphe, extrait d'études sérieuses et approfondies, est uniquement dans un but de compréhension, puisqu'il est clair que dès le départ, les dés sont jetés, pipés, et que nous sommes adultes comme nous avons été enfants. Nous évoluons sur la forme, mais nous restons pratiquement inchangés sur le fond. Je reste prudente en ajoutant pratiquement, car les aléas de l'existence peuvent venir nous perturber et changer notre comportement. Je demeure persuadée que rien n'arrive au hasard et qu'il est difficile de croire que dès le départ, une personne peut être potentiellement mauvaise ou cruelle. Il y a forcément un ou des facteurs qui ont provoqué cette déviance. Nous pouvons au XXIe siècle observer une violence grandissante chez de jeunes adolescents, filles ou garçons. Pour qu'ils deviennent aussi cruels, il y a certainement eu des causes à effet, une enfance malheureuse, de la violence familiale, et beaucoup de souffrances et de non-dits. Mais je n'excuse pas pour autant ces actes innommables, qui doivent être sévèrement punis par des travaux d'intérêt généraux ou des sanctions appropriées. Mais ceci est un autre domaine, il n'est pas de notre ressort. Mais revenons à plus de légèreté, à ces différences
qui, dès la naissance, nous distingue et nous conditionne tout au long de notre vie. Il est clair que l'existence nous donne des choix à faire perpétuellement, qu'il est souvent compliqué de savoir si nous avons fait le bon. Généralement, le temps se charge de nous renseigner sur ce sujet précis. Mais nous vivons dans un monde où la différence entre hommes et femmes est bien réelle. Même si elle s'amenuise peu à peu, elle reste omniprésente. Et ceci durant toute notre existence. Face à cette réalité, à ce constat, le sexe dit faible mène un bien grand combat. Dès notre venue sur Terre, nous sommes conditionnés. La plupart des parents souhaitent connaître le sexe de leurs enfants afin de préparer la chambre et le trousseau de bébé sans un père de couleur. Quand on voit les plus grands machos avec des slims moulants et des polos roses bonbons, toute une équipe de foot revendiquant leurs muscles en tenue rose Barbie, ou des filles en jeans déformées en sweat à capuche, on peut se demander si tout cela a vraiment une grande importance quant à peindre la chambre en rose, mauve, bleu ou jaune poussin. Et le temps infini que l'on passe à coiffer nos sauterelles. J'en ai 3, dont des jumelles, donc je sais de quoi je parle. Et les séquences magasins pour leur acheter des vêtements. En fait, nos filles sont nos poupées. Les poupées que toutes les petites filles ont en quantité astronomique, au milieu des dinettes, de la poussette, du landau, des licornes, poneys, chevaux de la ferme, mais surtout de tout l'électroménager et de la marchande pour déjà être conditionnées à ces lourdes tâches de futures épouses et mères. Alors que les garçons ont des voitures de luxe, des 4x4 télécommandés, des armes en tout genre, de l'épée en passant par l'arc, le fusil, les pistolets, l'habit de cow-boy, les PlayStation, et j'en passe. Mais dans la liste, rien ne le conditionne à une vie sérieuse et responsable. C'est là que tout commence. Mais c'est surtout là que les cartes sont mal distribuées. Il y a mal donne dès le départ. Puis les filles très tôt aideront au ménage, à la vaisselle, à faire un gâteau, des crêpes ou des cookies, tandis que les garçons fileront à l'anglaise sous je ne sais quel prétexte. Pour ma part, n'ayant pas eu l'expérience de garçon à la maison, j'ai pu me rattraper sur mon petit-fils quand il est né. Nous avons toujours fait de nombreux jeux intérieurs et extérieurs ensemble. Petit, je le sollicitais sa mémoire, son attention, par différents jeux cérébraux. Et quand il a eu 4 ans, je me suis dit qu'il était temps de lui donner goût à la cuisine. Nous voilà donc partis pour concocter une bonne tarte aux pommes. Je lui avais acheté pour l'occasion, et motivé davantage les troupes, une tenue de cuisinier qu'il mit avec plaisir. Nous avons donc préparé ensemble notre premier goûter, et tout se passa pour le mieux. Le week-end suivant, je lui suggère de faire ensemble des crêpes, et il m'a répondu « non merci mamie, ça ira, mais tu peux les faire toi, j'en mangerai avec plaisir. » Et voilà comment j'ai pris ma première veste. Circuler, il n'y a rien à voir. Les années ont passé, mais nous n'avons pas lâché l'affaire avec ma fille, et nous le sollicitons pour aider à débarrasser la table ou aider un peu au quotidien et participer au bricolage extérieur. Quant à sa petite sœur, c'est déjà une véritable petite ménagère et elle adore cuisiner. Leur cousine est quant à elle un véritable petit rat de bibliothèque qui s'assume déjà responsable et sensible à la préservation de notre planète bleue. Quand je disais que les dés sont pipés. Mais on peut toujours améliorer les choses et faire en sorte que tout ne nous incombe pas et retombe sur nos frêles épaules. On ne demande pas l'égalité absolue, quoique, mais un peu plus de justice entre les deux sexes, de respect et d'implication masculine au quotidien. Ce n'est pas la mer à boire, tout de même. Souvent, la belle-mère à avaler. Lol. Il est bon de lire et de constater que certains penseurs, sages, philosophes ou poètes, personnes influentes ou moins connues, parfois anonymes, ont su partager leurs écrits, leurs réflexions, leurs ressentis sur le sujet primordial d'une meilleure équité entre les hommes et les femmes. Hillary Clinton a dit « Les droits des femmes sont des droits humains ». Desmond Tutu, « La justice du genre est la clé pour résoudre les inégalités mondiales ». De Mary Wollstonecraft,
Je ne souhaite pas que les femmes aient du pouvoir sur les hommes, mais sur elles-mêmes. De Maya Angelou. Tant que les femmes ne seront pas libres, les hommes ne le seront pas non plus. De Michelle Obama. Il n'y a pas de limite à ce que nous, en tant que femmes, pouvons accomplir. Je souhaitais partager avec vous ces quelques réflexions choisies parmi tant d'autres. Des phrases citées par des personnes inspirantes et inspirées, par un sujet qui taraude tous les esprits féminins, depuis toujours et surtout dans le monde entier. Et justement, puisque je parle de ce monde, pouvons-nous continuer à accepter que certaines femmes soient encore mariées de force, que certaines soient encore dissimulées sous des burqas anonymes et insoumises, que nombreuses sont celles qui sont encore sous l'autorité de leur époux ou de leur frère, que des femmes puissent encore être brûlées vives parce qu'elles ne se seraient soi-disant mal comportées, que des infanticides sont encore commis car on préfère les garçons aux filles pour perpétuer l'espèce, que des hommes puissent encore traiter des femmes de façon si irrespectueuse, que le droit de cuissage ne semble pas banni, que même dans le milieu hospitalier, 8 femmes sur 10 souffrent de ces faits, que chaque jour en France, un viol est commis toutes les 6 minutes, que 160 000 enfants sont victimes d'inceste chaque année et qu'il est impensable de se dire que nous ne connaissons pas les chiffres réels, qu'ils sont beaucoup plus importants, puisque de nombreuses victimes restent dans l'ombre et ne révèlent pas les maltraitances subies, et que certains connaissent la vérité, mais la taisent. L'homme serait-il finalement en dessous de la bête, mais qui elle ne tue que pour manger, mais qui n'est pas aussi cruelle? La femme est aimante, compréhensive, patiente et protectrice, volontaire et courageuse, en général. Je suis obligée d'ajouter cela, face à des comportements odieux, incompréhensibles, et dont les adjectifs ne seraient que trop faibles. Oui, les monstres féminins existent. Alors comment deux êtres aussi différents peuvent irrémédiablement s'attirer? Une attraction physique, hormonale, magnétique, un intérêt basé sur un désir sexuel, des phéromones agissant comme des messagers entre certains individus, et le piège est placé, et l'étau se resserre. L'araignée a tissé sa toile, et la moindre proie en restera prisonnière.